non pas pour vous présenter une recherche en particulier, mais pour ouvrir au débat, ou en tout cas à votre réflexion, me semble-t-il, une perspective qu'il faut absolument, absolument, c'est peut-être un petit peu trop péremptoire, mais qu'il serait souhaitable d'établir, puisque comme nous travaillons avec les technologies, l'une des caractéristiques des technologies, c'est de produire des traces, et que nous avons collectivement des difficultés, en tant que champ de recherche, à nous mettre d'accord sur une sorte de métrique de recherche, alors même que nous aurions les moyens de travailler à élaborer cette métrique de recherche. Qu'est-ce que je veux dire par là? La question que l'on se pose finalement autour des technologies, c'est de savoir comment on apprend avec les technologies. On l'a vu encore ce matin. Tout à l'heure, je ferai une autre présentation également sur un sujet qui s'adresse aux technologies. On travaille surtout sur l'étude des représentations. On fait des questionnaires, des étudiants ou des enseignants nous répondent et nous travaillons avec ces données qui sont les seules sources à partir desquelles nous formulons des hypothèses et des raisonnements quant aux réalités que nous supposons. Mais nous pourrions avantageusement commencer à substituer ces études sur la base des représentations, non pas les substituer complètement, mais au moins dans un premier temps essayer de trouver des ponts, des parallèles, avec des logiques d'observation. Des logiques d'observation à partir précisément d'une focalisation sur les traces, puisque tous les systèmes technologiques qui sont utilisés dans une perspective d'enseignement, dans une perspective de formation et d'apprentissage, produisent des traces. C'est un fait unique. Jusqu'ici, nous n'avions pas à disposition de possibilités récurrentes, automatisées, objectivables, à partir desquelles on pourrait travailler à des modèles qui nous permettraient de mieux comprendre. On peut, effectivement, et les didacticiens le font beaucoup, observer des situations de classe, voir comment ça fonctionne, etc., et produire de fait des traces, mais ce sont dans des temps limités, ça ne peut jamais être sur des grands nombres, alors que les systèmes que nous mobilisons, que nous utilisons, en produisent énormément. Mais se pose un problème, et il y a un vrai enjeu là-dessus, qui est celui de la détermination d'un système sémiotique. Comment faire sens, comment produire du sens à partir de ces systèmes de traces. Ce n'est pas une dynamique complètement nouvelle. Il y a eu des tentatives récurrentes. Il faut se souvenir de l'enseignement programmé qui s'est posé la question des traces et qui a, dès le début, des machines à apprendre néo-skinnériennes, a essayé de poser des données, ou poser des systèmes qui permettaient de travailler sur la trace. Mais bon, vous connaissez tous s'il en est devenu. On a peu travaillé sur ces aspects-là. L'enseignement assisté par ordinateur, dans les années 80, même chose, fonctionnait sur cette approche des traces. Pour autant, en recherche, on n'en a pas fait grand-chose. Les environnements, alors ce qu'on appelle, c'est un contexte vraiment très français, les environnements informatiques pour l'apprentissage humain, EIH, travaillent beaucoup sur ces dynamiques-là, notamment sous on va dire, l'incitation de nos collègues informaticiens qui conçoivent des systèmes, qui produisent des traces et qui viennent valider leur modèle de développement et de déploiement. Ça produit, à mon sens, un certain nombre d'impasses, lesquelles, eh bien, nous sommes dans des dispositifs, que ce soit ceux de l'enseignement programmé, des machines à apprendre ou des EIH, sur des prescriptions de parcours, à savoir qu'il faut rentrer dans une dynamique, dans une logique, dans un fonctionnement qui est prescrit par l'environnement outil. Tous les environnements outils prescrivent. Mais puisque l'on veut le plus souvent chercher à abonder dans un sens, ou en tout cas essayer d'éprouver une hypothèse précise, la contrainte est extrêmement forte. De fait, les conceptions qui sont derrière cela sont souvent simplifiées. Sur les théories des actes de langage, on retrouve très souvent un ou deux inspirateurs de théoriciens qui viennent être les supports à ces modélisations informatiques
Et le plus souvent, on aboutit à des simplifications de leurs approches. Et le plus gros problème, c'est que nous, et quand je dis nous, je me mets dedans, nous accumulons tous des études, des recherches qui sont dans une dynamique non comparative, à savoir qu'on ne peut jamais dire toute chose égale par ailleurs. C'est toujours extrêmement contextuel. Il nous faut toujours beaucoup de précautions et de prévention par rapport à ce que nous disons, parce que nous n'avons pas de métrique de recherche. Je ne prétends pas que je vais vous en donner une tout de suite, mais il me semble qu'il serait intéressant collectivement de travailler à cela. Pourquoi ? Parce que, de fait, ce que nous avons vu, alors ceux qui étaient au colloque IPAD hier ou aujourd'hui encore, nous avons à notre disposition un certain nombre de systèmes ouverts avec des profusions d'actions extrêmement importantes. Donc, de fait, il est difficile de dire nous allons concevoir des dispositifs avec des logiques très fermées, alors que la logique des déploiements eh bien, va vers des choses extrêmement larges, vont vers des choses extrêmement larges. Les traces d'usage sont là, elles sont sous notre main. Il est facile de les structurer. Alors, ça demande un peu de temps, un peu de développement, etc. Mais c'est un travail qui est réaliste. Ça n'est pas la même, c'est beaucoup plus facile, je vais le dire comme ça, c'est beaucoup plus facile d'étudier le comportement de 50 étudiants pendant 15 jours avec les technologies que de faire la même chose avec des questionnaires où on va essayer de savoir jour par jour ce qu'ils font. Les traces sont là. Alors, on ne pourra pas faire exactement les mêmes choses, mais on a un matériau qui est extrêmement structurant et pour lequel nous avons la possibilité d'éprouver un certain nombre de choses. Et de fait, puisque nous avons ces données, on peut travailler un ensemble de traitements statistiques relativement facilement et essayer d'inventer, d'innover dans les traitements statistiques. Il nous faut des modèles. Alors moi, j'en ai proposé 3 que j'utilise, mais il y en a vraisemblablement beaucoup d'autres. Les théories macroéconomiques que l'on peut réutiliser et réintroduire dans nos recherches. Les théories de l'activité, bon, ça, vous savez que c'est vraiment un des piliers des recherches dans le domaine depuis un certain temps maintenant. Et puis, les théories systémiques qui ont disparu il y a une dizaine d'années, qui devraient revenir, mais qui sont difficiles à mettre en place parce que c'est difficile à mettre en place une modélisation. Théorie macroéconomique, qu'est-ce que c'est, par exemple ? Eh bien, en gros, c'est reprendre des économistes. Ce qu'ils font, les économistes font surtout de la sociologie, en fait. Ils essayent d'étudier les comportements sociaux et les manifestations de consommation. Ils essayent de voir quels sont les rapports qu'il y a entre les deux. Alors, les exemples qu'on peut retirer de ça, c'est la consommation de bandes passantes et la hiérarchie de sites web. Je vais vous en dire 2 mots après. Les pérégrinations des étudiants sur un MOOC. Alors bon, c'est un article qui va sortir cette année, où on peut travailler là-dessus, à savoir qu'on travaille sur des grands nombres et on essaie de voir quels sont les comportements généraux de l'ensemble des usagers. Hiérarchie du web en contexte universitaire, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, alors, il faut avoir des dispositifs un peu particuliers pour ça, mais ça, c'est une recherche qui a été faite il y a quelques années, où on oblige tous les étudiants à passer par un serveur proxy, enfin bref, un serveur qui va sur Internet, ce qui fait qu'on peut filtrer tout le transit Internet. Et puis, on regarde quelles sont les requêtes, on peut même essayer d'aller voir ce qu'ils regardent, mais ça pose des problèmes déontologiques, donc on ne le fera pas nominativement. Mais on va essayer de savoir quels sont les sites qu'ils vont consulter. Donc, vous voyez, et on se dit, par exemple, on prend les 100 premiers sites. Là, c'est le premier tableau, c'est 100 premiers sites. Les 100 premiers sites, ça représente 52% des requêtes étudiées. Vous voyez, il y a des millions, c'est infini, les sites sur Internet. Ils s'en créent tout le temps, ils en meurent tout le temps, donc c'est un continuum infini. Eh bien, sur un continuum infini, dans une université de 40 000 étudiants, vous regardez pendant une semaine ce que vont consulter les étudiants, vous ciblez les 100 premiers sites et vous tapez 52% des requêtes qui sont envoyées. Ça veut dire qu'il y a une ultra-concentration sur un petit nombre de sites. 52% des requêtes, 78% de la masse des données. Vous vous rendez compte ? Sur 100 sites, les 100 sites les plus importants, c'est 78% de toutes les données qui sont transitées. Ce sont des données qui sont extrêmement importantes. On dit oui, avec Internet, on peut tout faire, on peut tout aller voir, c'est infini. Dans la réalité,
Dans la réalité, c'est 100 sites qui sont les premières cibles des étudiants. C'est une information qui me paraît quand même extrêmement importante à connaître. Alors, quelques années avant, j'avais fait la même chose pour les écoles, les collèges dans le cadre d'opérations de distribution d'ordinateurs. Même démarche, même stratégie, même chiffre. À savoir, on regarde le tableau en dessous, pardon. Vous voyez le petit pic à gauche, là. Hein, quels sont les sites les plus utilisés et plus populaires? Ce sont les sites de chat et de SMS. Et si vous regardez 4, 5, ça fait un petit 8%. Ce sont les sites dédiés à la pédagogie ou dont on peut avoir un usage pédagogique. Ça veut dire à peine 10% des sites sont consultés dans ces 100 premiers sites à des fins pédagogiques, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement faible. 9%, pas 9%, mais plus de 10% des sites sont des sites fermés. Ça veut dire que vous avez des sites qui ouvrent, hein, des sites d'échange, des sites fantômes, etc., qui sont utilisés par les étudiants et qui ont une durée de vie très courte. Qu'est-ce qu'il y a sur ces sites? Qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, on n'en sait rien. On ne sait pas. Mais pour autant, quand on essaie de regarder quel est le top 100 de ces sites, on en repère pour plus de 10% de la consommation ou des requêtes, ça varie un petit peu, qui sont fermés au moment où vous essayez de voir ce qu'il y a dedans. Et puis, un peu moins de 8% du volume, ce sont les compteurs et la publicité. Ça veut dire que le site gratuit, vous voyez, Internet, c'est gratuit. Mais ce n'est pas si gratuit que ça. C'est financé par de la pub, en tout cas les industries et le marché financent une partie des contenus, et ça prend 8% de votre bande passante. Et plus vous augmentez votre bande passante, plus vous passez de contenu. Ce sont des éléments macroéconomiques qui sont intéressants, me semble-t-il, à connaître. Autre démarche, on essaye de voir ce qu'ils font sur un MOOC. Alors là, c'est une étude, c'est la même qui a été citée tout à l'heure. On essaye de voir, on filtre tous les étudiants selon la même méthodologie, et puis on suit, étape par étape, quels sont leurs parcours. Et on repère, finalement, on essaie de voir si la logique des auteurs est la logique des étudiants. Alors, je ne vais pas vous le détailler, mais en fait, on se rend compte que non. Ça veut dire que vous pouvez avoir une logique didactique extrêmement bien pensée par rapport à la théorie, par rapport à ce qu'on enseigne, hein, sur ce qu'il faut faire. Et quand on regarde ce que font les usagers et les étudiants, ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Alors on peut se dire, oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Oui, on peut se dire, qu'est-ce qu'on voulait qu'on y fasse? Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a un tel différentiel. Il va m'apporter de l'eau, c'est bien. Il y a un tel différentiel, merci. Il y a un tel différentiel entre ce que l'on prévoit, ce que l'on théorise, ce que, dans nos discours d'experts, on avance, et la réalité, qu'il me semble que ça mérite d'être interrogé. Théorie de l'activité. Bon alors, moi j'ai développé il y a un certain temps ce que j'ai appelé tétraèdre d'apprentissage, qui articule différents acteurs, le savoir, l'étudiant, le groupe d'étudiants, la technologie, l'enseignant, des choses à peu près classiques, où à partir de ça, on essaye de voir ce qui se passe. Alors on développe derrière ça, par exemple, le triplet d'activité. Triplet d'activité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on essaie d'identifier les traces qui sont révélatrices de l'activité de l'étudiant. Pour faire quoi? Pour élaborer une base métrique de comparaison et rendre compte de ce que font les étudiants et élaborer un protocole comparatif. Alors je vous en donne un petit exemple. Hein. Voilà ce que c'est qu'un triplet générique, par exemple. On mesure l'assiduité, donc c'est le premier nom, le premier nom, 61, c'est 61%. 61% de quoi? 61% sur l'assiduité du nombre de connexions de celui qui se connecte le plus dans son groupe. Ça veut dire que c'est une métrique comparative qui permet de positionner les étudiants les uns par rapport aux autres, et pas dans l'absolu. Hein. C'est bien dans un même continuum. 84, c'est la disponibilité, c'est la durée de connexion de l'étudiant, donc c'est le pourcentage de sa durée de connexion par rapport à l'étudiant qui, dans son équipe ou dans son groupe, se connecte le plus, ce qui permet d'avoir
un positionnement. Et puis 42, c'est 42% du nombre d'opérations qu'il fait. Il va chercher un document, il envoie un mail, il participe à un chat, etc. de l'étudiant le plus actif. Et vous avez en indice et en exposant de chaque côté eh bien, les bases référentielles. Donc ça, c'est par exemple un profil d'étudiant. Une métrique de ce type, alors bon, celle-là, je pourrais vous l'argumenter, mais il pourrait y en avoir d'autres. Il me semble qu'elles sont importantes à pouvoir déterminer pour pouvoir avoir des bases comparatives, déjà pour les enseignants quand on travaille avec des groupes d'étudiants ou des groupes d'élèves, et puis lorsque l'on veut essayer de faire des ponts entre les différentes recherches, eh bien qu'on dispose de bases comparatives possibles. Évidemment, ça ne sera jamais imaginable d'avoir exactement la même chose, donc il faut nous mettre d'accord sur des choses qui permettent la comparaison et les ponts. Alors ça permet, par exemple, de faire des comparaisons par formation, et on se rend compte eh bien, qu'en fonction des formations, vous avez des profils types, ce qui fait dire qu'une formation à distance n'est pas égale à une formation à distance. Même si elle utilise la même plateforme, même si elle utilise le même type de scénario, même si les formateurs ont eu le même type de formation et d'encadrement, eh bien, le résultat est très différent. Et ces éléments-là sont des éléments qu'il faut mettre en évidence pour éviter des généralisations qui me paraissent parfois trop hasardeuses. Alors, vous avez un tableau en dessous où on prend 3 formations à distance en comparant une base temps, et on voit que, vous voyez, au niveau de l'assiduité, donc du nombre de connexions ou de l'implication, en fonction de la formation, ben, vous avez des profils qui sont extrêmement différents des formations. Et ça me paraît être un élément que l'on peut mettre en œuvre dans chaque étude qui s'intéresse à ce type de dispositif selon des approches assez simples. Alors après, on peut faire, sur le plan statistique, des inférences pour essayer de repérer quels sont les facteurs discriminants. Alors là, je vous en ai mis par exemple, ce sont des corrélations simples et des équations de régression pour savoir, en fonction de scores dans un triplet, en fonction de groupes ou en fonction du genre ou en fonction de données sociographiques classiques, eh bien, si on arrive à prédire des choses, à rendre compte des choses, eh bien, on peut le faire. Alors, on ne peut pas le faire tout le temps parce que parfois, on n'arrive pas à repérer les facteurs, mais vous seriez surpris si vous vous livriez à ce type d'approche, le nombre de choses que l'on peut mettre en évidence et le nombre de connaissances que l'on peut engranger de ce fait, en mobilisant ce type d'approche. Approche plus complexe maintenant, c'est tout ce qui relève la théorie systémique. Alors, bon, moi, je travaille avec la proposition de Lerbet sur son système personnel de production de savoir. C'est quelque chose qui est assez ancien, qui date des années 80. Je ne vais pas vous détailler son système, je vous engage à retourner à la source, mais en gros, comme toute approche systémique, il y a un système d'entrée, un système de traitement, un système de sortie, des boucles rétroactives qui dépendent du contexte, qui dépendent de l'individu. Et dans le jargon de Lerbet, il y a des sous-systèmes d'action heuristique. Donc c'est pour ça que vous voyez SSAH. B, donc c'est la bibliographie, c'est comment on intègre les données, comment on va chercher des données, comment on prend connaissance des données, ensuite comment on les problématise, comment on utilise des méthodologies, comment on les analyse et comment on les ressort pour les stabiliser dans les mécanismes d'apprentissage. Et tous ces travaux ont été ensuite ont tenté d'être corrélés avec des conceptions issues des neurosciences, avec un certain succès. Bon, pour dire quoi? Pour dire qu'à partir de ce type d'approche, on peut essayer de repérer des actions types. Par exemple, déposer un document, je vous le fais très caricatural. Participer à un chat, participer à un forum. Donc, ces petites actions, ces événements types, eh bien, aboutissent à de macro-événements qui peuvent ensuite se séquencer en actions et dans lesquels on va pouvoir réutiliser les mécanismes issus de la métrique comparative sur la base des traces pour essayer de profiler des actions et des comportements d'étudiants ou d'enseignants, de sorte d'avoir une meilleure visibilité de ce qui se pose. À partir de cela, on a des bases de comparaison et d'évaluation.
Il faut essayer, me semble-t-il, d'avancer sur ce type d'approche et ne plus se satisfaire des études qui se basent sur les représentations et sur les questionnaires que l'on fait, parce qu'on atteint une limite. Cette limite, il faut pouvoir la dépasser, et nous avons les équipements technologiques qui nous permettent de le faire. Je vous remercie. Alors, cette recherche a été conduite par une équipe franco-québécoise ou québéco-française, je ne sais pas comment on dit dans l'autre sens, qui s'intéresse aux facteurs d'abandon dans les formations à distance. Alors, c'est une recherche qui a été financée par le Conseil franco-québécois pour la coopération universitaire. Et en gros, on s'est intéressé dans cette recherche aux facteurs liés à l'abandon et à la persistance en contexte difficile. Qu'est-ce qu'on appelle contexte difficile? Ça veut dire que les gens sont dans des situations contraintes parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, parce qu'ils ont des localisations géographiques qui ne leur permettent pas d'être proches d'un centre universitaire ou autre, de pouvoir avoir accès à l'enseignement supérieur. Cette recherche, alors pour le coup, c'est faite sur la base d'un questionnaire, avec 546 répondants sur à peu près 1500 adresses. Alors la méthodologie, ça a été on a repéré les formations à distance, on a récupéré les adresses, on s'est adressé aux personnes et ces personnes nous ont répondu. Ça fait qu'on a eu à peu près un tiers de réponses, qui n'est pas un score trop mauvais, pour un panel de formations qui sont quand même extrêmement larges, puisque 91 formations différentes. Alors, ce sont des formations ou des années de la même formation. Un master, par exemple, il peut y avoir le master 1 et le master 2, on a différencié les deux. Des origines de ces formations à peu près équilibrées, des formations à distance qui sont d'origine africaine. Il faut savoir que l'Agence universitaire de la francophonie a, depuis une dizaine d'années, encourager, aider un certain nombre d'universités africaines à mettre en place des dispositifs de formation à distance. Et on voit les fruits que ça a apporté, puisqu'on a des étudiants qui ont terminé dans ces parcours, des formations canadiennes et des formations européennes. En gros, la caractéristique la distribution des répondants est parfaitement normale. Je ne vous le détaillerai pas parce que je ne voudrais pas vous faire tous les résultats de l'enquête, mais on verra. Enfin, j'aurai l'occasion de vous dire plus tard qu'il y a un profil type d'abandon et que l'âge joue pour quelque chose. Si on est dans une certaine tranche d'âge, eh bien, on a plus de risques que dans d'autres. Plus d'hommes que de femmes. Alors, vous avez dans le tableau la distinction dans les origines à la fois de naissance et dans les lieux d'habitation. On voit que l'Afrique est très représentée dans cette enquête, avec un petit différentiel pour le Canada, à savoir qu'il y a plus de répondants qui habitent à présent au Canada qui n'y sont nés, et l'inverse pour l'Afrique, ce qui explique en partie un phénomène migratoire. Voilà pour les domaines contextuels. Durée hebdomadaire d'utilisation des technologies pour les études. Pourquoi cet élément-là? Parce que ça aussi, c'est un élément prédictif fort du risque d'abandon. En fait, notre choix s'est porté de s'intéresser non pas aux personnes qui ont abandonné, mais aux personnes qui ont eu la tentation d'interrompre leurs études, d'abandonner, de chercher à comprendre pourquoi ils avaient eu ce sentiment qui les amenait à un abandon potentiel et qu'est-ce qui avait fait qu'ils étaient parvenus à rester dans
dans la formation. Et en gros, sur les 546, il y en a un tiers qui ont été dans cette situation, donc ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui en même temps est encourageant, ce qui veut dire que même si vous avez un tiers, donc un nombre important de gens qui sont en situation difficile en termes d'abandon, de risque d'abandon, ils trouvent quand même les ressources nécessaires à suivre et à poursuivre la formation. Tenter d'arrêter la formation, donc je venais de vous dire à peu près un tiers, et en s'intéressant aux raisons qui les amenaient à tenter d'arrêter la formation, pour l'essentiel, c'est la charge de travail. Et ça pose un problème que tous les dispositifs de formation à distance connaissent bien, à savoir qu'on fait beaucoup travailler les étudiants. Peut-être même qu'on les fait travailler beaucoup trop. Mais on les fait travailler beaucoup, pourquoi ? Parce que vous savez qu'en enseignement à distance, on ne peut pas faire ce qu'on appelle de tourisme universitaire. À savoir que ce qu'on est en train de faire ici, en enseignement à distance, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas venir vous chauffer à distance. Vous ne pouvez pas venir faire semblant d'être à un cours à distance. Vous ne pouvez pas être dans une salle de cours ou dans une salle de TD et faire de l'IPAD en disant je suis en cours mais en ne faisant rien par rapport au cours, parce que ça ne fonctionnera pas à distance. À distance, si vous vous consacrez du temps à vos études, eh bien vous êtes obligé de le faire. C'est la grosse différence qu'il y a dans les dispositifs classiques et les dispositifs à distance, c'est que le dispositif à distance, à la fois compresse le temps et l'amplifie, parce que le travail qu'on demande à l'étudiant de le faire, eh bien ce n'est pas l'enseignant qui le fait à la place de l'étudiant, c'est l'étudiant qui est obligé et qui est contraint de se mobiliser pour le faire. Donc, à cause de la charge de travail, c'est un élément extrêmement important. À cause de l'encadrement défaillant, c'est aussi un élément important. Ce qui veut dire qu'il y a pas mal de travail à faire encore sur la question de la qualité pédagogique des encadrants. L'isolement, par contre, ce n'est pas un facteur extrêmement important. Ce qui veut dire que les gens qui s'inscrivent dans des dispositifs à distance savent à quoi ils s'attendent, et ça n'est pas le principal problème qu'ils rencontrent, être seuls. À cause du niveau élevé de la formation, c'est pareil. Là, les gens ne considèrent pas qu'ils sont illégitimes dans cette formation. Ils considèrent qu'ils sont parfaitement leur place, mais ils n'ont pas majoritairement le sentiment que c'est à partir de cette mauvaise orientation qu'ils sont en risque. Et à cause des difficultés techniques, c'est pareil. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas forcément les difficultés techniques qui sont les plus importantes. Qu'est-ce qui fait alors qu'ils vont poursuivre, ces étudiants qui sont à distance ? Eh bien, l'encadrement, mais vous voyez, c'est quand même assez mou. Les relations avec les autres, c'est important, bien sûr. Mais ce qui est le plus important, c'est l'attrait de la formation. Ce qui veut dire que l'étudiant qui s'inscrit dans une formation, qui vit la difficulté, la charge de travail, va être motivé pour continuer cette formation parce que la formation en elle-même est de qualité et elle permet, en tout cas dans ses représentations, elle va lui permettre de se projeter dans l'avenir. Et soutien de son entourage, vous voyez, ni plus ni moins que ça. Ce qui compte vraiment pour la persistance de l'étudiant, c'est la qualité, plutôt la représentation qu'il a de la qualité de la formation qu'il reçoit. Alors maintenant, si on s'intéresse au croisement, sur qu'est-ce qui suscite l'abandon, eh bien on se rend compte que ce sont plutôt les femmes qui sont en risque d'abandon. Pourquoi ? Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais quoi qu'on en dise, les femmes sont encore celles sur lesquelles retombe le plus de tâches quotidiennes. Et comme l'enseignement à distance, c'est du temps qui est pris sur le temps disponible à la maison, parce qu'il y a pour l'essentiel, ça se passe à la maison, les femmes sont celles qui sont les plus en risque par rapport à la charge de travail. Et donc, la sanction est très nette. Il y a une surreprésentation des femmes
sur l'abandon des dispositifs à distance, parce qu'elles sont celles qui doivent faire tourner la maison le plus possible. Et c'est quand même incroyable qu'en 2013, la situation soit comme ça, mais elle l'est, de fait. C'est quand même encore les femmes qui payent ce prix-là. Il n'y a pas de différence selon le lieu de vie, que ce soit le Canada, Europe, France, autres. Il n'y a pas de distinction. Les gens sont équitablement répartis en termes de risque d'abandon. Il y a par contre, et c'est peut-être un des effets dus à ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la qualité des formations, une surreprésentation de l'abandon pour les formations européennes par rapport aux formations canadiennes qui sont sous-représentées. Ce qui veut dire, quand on fait des croisements, on se rend compte que les étudiants qui suivent des parcours canadiens ont, notamment d'Afrique, ont une plus haute représentation de ce qu'est la valeur du diplôme canadien que du diplôme européen. Comment on l'interprète? Je ne saurais pas le dire. J'ai une idée, mais bon. Et alors, il y a des éléments qui sont... alors là, je vous ai fait que quelques petits extraits. Hein, des éléments qui sont étonnants. Plus vous avez un ordinateur portable, moins vous êtes en risque d'abandon. Plus vous disposez, enfin, vous travaillez avec un ordinateur fixe, plus vous êtes en risque d'abandon. Ça se comprend assez bien. Alors, quand on essaye d'écouter, enfin, on lit, les gens avaient la possibilité de donner des commentaires pour ça, c'est que l'ordinateur fixe est un système de contrainte dans la maison, est un système de contrainte au bureau, alors que avoir la liberté de travailler avec des instruments portables mobiles permet de gérer au mieux ces disponibilités en tout lieu et en tout temps, ce qui fait qu'on est moins en risque d'abandon quand on travaille avec des équipements mobiles qu'avec des équipements statiques. Hein, c'est un élément important ça, à savoir. Savoir que disposer d'un équipement pour soi-même mobile, c'est plus sécurisant pour la persistance dans les dispositifs. Alors, pour terminer là-dessus, les profils à risque, c'est la disponibilité. Ça, on l'a déjà vu, avec une prime aux femmes qui, on se demande pourquoi, ne se rendent pas disponibles. À l'équipement, je viens de le dire. Aux formations. Les formations qui ont une faible visibilité sont plus en risque que les autres. Le temps disponible, alors des questions que je ne vous ai pas mises là, mais sur le type de travaux, le type de responsabilité, plus les gens ont de responsabilité, plus ils sont en risque d'abandon. Hein, à savoir que vous prenez quelqu'un dans une formation qui a déjà une situation bien établie, il va avoir d'autant plus de difficultés à suivre la formation et investir tout le temps qu'il faut. C'est un élément à connaître. Et un élément également important, les habiletés logicielles comptent pour beaucoup aussi dans les risques, à savoir que, alors bon, il y a toute une batterie de questions sur qu'est-ce que vous maîtrisez comme logiciel, etc. Plus l'étudiant maîtrise de logiciels, moins il est en risque d'abandon, moins il maîtrise de logiciels, plus il est en risque d'abandon. Voilà en gros dans l'état où nous en sommes de cette recherche qui n'est pas encore complètement achevée et qui permet de clore cette matinée dans les temps. Merci.